Mesdames, Messieurs, bonjour, chers invités. Merci d'être venus si nombreux un samedi matin, de loin pour certains, du canton de Vaud, de Genève, de France, même d'Algérie. Monsieur Boulhalouf, bienvenue. Au lendemain du 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian qui ont abouti à un cessez-le-feu après 8 années de guerre, comme vous savez, entre la France et l'Algérie et 132 ans de colonisation. Nous voilà donc sur le bateau entre les rives du Léman, entre Évian et Lausanne, un moment symbolique pour nous. Donc merci d'être venus pour ça. Accords d'Évian pour lesquels la Suisse a joué un rôle très important, mais aussi les Suisses ou les résidents en Suisse. La Suisse, le grand facilitateur de la paix, titrait hier Le Monde. Cette commémoration nous donne donc l'occasion de revenir sur les lieux qui ont rendu cela possible, d'en comprendre les rouages, les coulisses, d'en comprendre les conséquences, s'interroger sur la transmission et la construction identitaire qui en découle aujourd'hui, 60 ans après. Je suis très touchée de vous voir si nombreux. Qui l'eût cru il y a 11 mois, quand l'idée m'est venue, quand l'aventure a débuté avec Leila Clouche au début, puis Djelbana qui a été fondée. Donc je remercie d'ores et déjà aussi tous ceux qui se sont impliqués, l'équipe et nos partenaires. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir accepté de nous soutenir. Il fallait peut-être être un peu fou pour le faire. Le Global Studies Institute de l'Université de Genève d'abord, l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne ensuite, et puis l'ensemble de nos partenaires. Certains sont présents aujourd'hui. Madame Ginelski aussi de l'Université de Lausanne est là. Voilà, et puis dans d'autres, Monsieur Bachkim est là également. Voilà, du Bureau lausannois pour les immigrés de la ville de Lausanne, un de nos partenaires justement. Donc merci d'être venus si nombreux. Je ne vais pas être trop longue. Je donne la parole directement à Monsieur Nicolas Levrat, donc directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève, qui nous accueille donc ce matin sur le bateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de cette association qui a permis la réalisation de cet événement. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux non seulement de cette commémoration, mais du format qu'elle prend, notamment d'une collaboration entre l'Université de Lausanne et l'Université de Genève. C'est extrêmement positif. Et puis, cette idée d'effectivement de nous retrouver entre ces deux rives. On sait que dans ce dossier, lorsqu'on parle des deux rives, c'est plutôt celle de la Méditerranée, mais il y a eu une plus petite étendue d'eau, celle sur laquelle nous sommes, qui a aussi servi de lien entre la ville d'Évian et cette constellation d'acteurs qui se trouvait en Suisse. Avant de vous présenter les intervenants, un mot qu'on m'a demandé de vous dire au nom des organisateurs. Merci de tourner vos téléphones portables sur mode avion, les éteindre, notamment parce que la session est enregistrée et que les techniciens craignent des interférences de vos téléphones avec leur système. Je ne peux pas en dire plus, je suis évidemment pas spécialiste de ces questions. Donc, cette célébration, le Global Studies Institute est extrêmement heureux de pouvoir s'y associer. Nous savons dans le monde académique que notre organisation du savoir, notre façon de voir les choses est notamment fondée sur des catégorisations, des découpages. Les historiens ont des périodes, les géographes ont des régions. Et dans la perspective des études globales, qui est quelque chose qui est émergé il y a une quinzaine d'années, il y a justement l'idée aussi de questionner, de remettre en question ces découpages auxquels on est habitué, mais qui sont en permanence renégociés, que ce soit d'ailleurs dans l'espace physique ou dans un monde plus virtuel qui prend une importance croissante. Et donc, il existe, au-delà des histoires nationales, traditionnelles, une histoire globale qui se développe. Les géographes explorent des nouveaux champs. Et moi-même, je suis juriste. Et évidemment, le droit, lui aussi, subit des altérations de cette globalisation. Donc, c'est dans cette perspective également que nous allons tenir ces 2 jours de discussion, de réflexion et de commémoration de ces accords. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Cette première séance, c'est une séance dans laquelle des responsables, des autorités politiques ont accepté de venir témoigner, de montrer la présence de ces institutions politiques qui, à l'époque déjà et aujourd'hui encore, ont un rôle à jouer dans ces négociations
dans ces nécessaires rapprochements entre des personnes. Il y a 60 ans, on avait un conflit lié au processus de décolonisation. On vit malheureusement aujourd'hui un conflit majeur aussi. On espère qu'il y a aussi dans l'ombre des acteurs qui s'emploient déjà à trouver des solutions. Donc je remercie immensément de leur présence les différents intervenants que je vais brièvement présenter. Tout d'abord, Madame la ministre Osman Racha, qui vient de la Confédération suisse, représente les autorités fédérales suisses et qui va nous dire quelques mots sur le rôle, effectivement, sur ces coulisses qu'on a vues depuis la Suisse. Ensuite, son Excellence, l'ambassadeur d'Algérie en Suisse, Monsieur Salah Lebdioui, qui va lui aussi nous apporter quelques mots de la part des autorités algériennes. Madame la maire d'Évian, Josiane Ley, est malheureusement pas ici pour des raisons médicales. On va essayer de l'appeler et qu'elle puisse nous dire quelques mots par la voie des ondes. Ensuite, le président du conseil municipal de la ville de Genève, que je remercie beaucoup aussi d'avoir fait le chemin depuis Genève et d'accepter de cette petite croisière sur le lac Léman. Nous, on l'appelle un peu Genève là-bas, mais enfin, oui, bien sûr, je sais aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Monsieur Amar Madani. Et enfin, le syndic de Saint-Sulpice, municipalité voisine, Monsieur Étienne Dubuis, qui également nous donnera quelques mots. Je vais déroger un tout petit peu à l'ordre protocolaire, puisqu'on va d'abord entendre, si vous me permettez, Madame Ley, puisque ça sera plus simple à caler la communication téléphonique, si ça marche. Si ça marche, essayons de voir si on peut avoir un autre miracle aujourd'hui. Petite autre information pratique, si vous avez chaud, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, il y a des petites manivelles sur le côté. On a coupé le radiateur, mais j'ai l'impression qu'il fait très chaud, donc n'hésitez pas, sans que ça fasse trop de courant d'air pour autant, bien sûr. Alors, on essaye. Alors, on va essayer. Bonjour madame. On est sur le bateau, on se dirige vers Évian. Je vais essayer de mettre le micro pour vous, pour que tout le monde vous entende. On va essayer si ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais comment ça marche? Oui, c'est sur haut-parleur là. Vers le bas du téléphone. Comment? Vers le bas du téléphone, vers là. Comme ça. Alors allez-y, on va voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Bonjour à tous. C'est pas mal. Ça marche. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et toutes mes excuses pour mon absence ce matin. Je crois que c'est pas le Covid, mais c'est la grippe qui a frappé, malheureusement. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous, mais c'est important que je vous dise 2-3 petits mots de bienvenue sur les rives d'Évian. Donc, Évian, ville qui a toujours participé à des événements autour de la paix. Si je regarde en 1918, où Évian a accueilli un nombre très important de réfugiés de la Première Guerre mondiale. En 1938, la conférence, ce qu'on appelait la conférence de la honte, qui a eu lieu au Royal pour éviter l'entrée en guerre. Les accords d'Évian en 1962 et plus récemment en 2003, le premier G8 élargi qui avait eu lieu à Évian. Donc Évian, synonyme de ville où on a travaillé sur la paix, et donc les accords d'Évian, vous le savez, ils ont été signés il y a 60 ans à l'hôtel du Parc. Si vous approchez la rive d'Évian, vous allez peut-être le voir, cet hôtel, qui est devenu maintenant des appartements privés. Ce qui pose problème, puisque beaucoup de gens aimeraient visiter et se recueillir, et ce n'est pas possible. Donc, les accords d'Évian, il y a eu un long processus, des difficiles négociations. La paix n'était malheureusement pas là à la signature, et on peut ressortir 2 bémols d'importance. La première qui est vraiment liée à Évian, qui est ancrée dans Évian, c'est l'assassinat du maire Camille Blanc, qui œuvrait vraiment pour la paix. Et on sent encore cette émotion quand personne au moment.
par rapport à son assassinat. Et puis, le deuxième bémol, vous le savez aussi, c'est les violations des clauses fondamentales des accords d'Évian. Et aussi de façon importante, notamment avec la présence ou l'absence des porte-drapeaux aux différentes cérémonies. Voilà, donc les accords d'Évian, vous allez travailler dessus, vous allez aborder ce sujet toute la journée. Je veux dire que nous avons fait le choix cette année de ne pas faire une cérémonie plus importante que les autres, pour la simple raison que nous sommes sur une année présidentielle. Et donc, c'est une décision que nous avons prise en accord avec la préfecture pour éviter une récupération politique des accords d'Évian. Et puis, quand on voit le contexte difficile aujourd'hui, je pense que nous avons bien fait de faire ce choix. Par contre, je reçois, comme toutes les années, les harkis. J'en ai reçu hier. Alors, eux, ils ont été déposer une gerbe sur ce fameux monument des réfugiés de 1918. Et pour eux, c'est toujours important de venir en pèlerinage à Évian. Et je sais qu'il y en aura cet après-midi aussi. Et puis, cette année, l'éducation nationale, les enseignants d'Évian voulaient faire participer au 60e anniversaire des accords d'Évian. Et du fait de cette année difficile présidentielle, nous avons fait le choix de plutôt travailler sur un événement qui aura lieu en mai, où nous allons travailler sur une cérémonie de la paix avec les enfants qui ont écrit un texte, une chanson autour de la paix, et une exposition qui aura lieu dans la ville d'Évian. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et c'est dommage parce que je pense que j'aurais appris aussi beaucoup de choses de vos échanges d'aujourd'hui. Mais voilà, je suis vraiment désolée. Je vous souhaite vraiment à tous une très belle journée, des beaux échanges. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Et nous regrettons évidemment que vous ne puissiez être présente parmi nous. Merci en tout cas pour cette intervention. Nous allons donc... Merci. Merci, au revoir. Et donc les petites difficultés techniques, on l'oublie parce que ce lac nous connecte d'une rive à l'autre, mais voilà, à un moment on est sur le réseau suisse et on passe sur le réseau français. Il y a quand même 2 pays, et si le Léman est un lien, c'est aussi une frontière. Sans en dire plus, je passe la parole à la deuxième intervenante qui représente donc la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du département fédéral des affaires étrangères. Madame la ministre, je vous passe la parole. Merci. Ça marche? Oui. Ok, excellent. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Comme vous avez dit, je représente le département fédéral des affaires étrangères. Je suis la chef adjointe de la division... Prenez le micro. Ok, comme ça c'est mieux? Oui. Ok, excellent. Donc la division Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaite remercier le Global Studies Institute et l'association Djelbana pour cette belle initiative qui nous réunit aujourd'hui à bord du bateau Henri Dunant, aussi un grand de l'histoire humanitaire de la Suisse, pour commémorer un épisode historique d'importance majeure. Le 18 mars 1962 est une date cruciale avant tout pour l'Algérie. Les accords d'Évian ont scellé l'indépendance qui a été officiellement proclamée le 5 juillet 1962. D'autre part, ces accords historiques ont permis de mettre un terme à 8 ans douloureuses années de guerre dont toutes les blessures ne sont pas encore refermées à ce jour. Pour des raisons moins connues du grand public, l'année 1962 est aussi un jalon important des relations entre l'Algérie et la Suisse. À bord de ce bateau, il y a d'éminents spécialistes auxquels je laisserai le soin de nous éclairer sur cet épisode historique. Il y a aussi des personnes proches, des acteurs directs des événements. Pour ma part, je contenterai ici de dire que le rôle joué par la Suisse à cette époque a été l'acte fondateur des relations d'amitié qui unissent nos 2 pays.
La même année, en 1962, la Suisse a ouvert sans tarder une ambassade auprès de la nouvelle République algérienne afin de développer les relations établies avant l'indépendance, notamment pendant les négociations tenues en Suisse. Aujourd'hui encore, cet épisode est évoqué positivement dans toutes les grandes rencontres officielles bilatérales, et je pense notamment à la visite du conseiller fédéral Ignacio Cassis. On vous entendra mieux. Donc, je pense notamment à la visite du conseiller fédéral Ignacio Cassis en Algérie en février 2021, ou à celle de sa collègue du conseil fédéral, Karine Keller-Sutter, le mois après. Nous sommes très heureux de perpétuer la mémoire de cet épisode en compagnie de nos partenaires algériennes, représentés par son Excellence l'ambassadeur Lebdui. Sous l'angle de la politique de paix de la Suisse, les accords d'Évian resteront aussi gravés comme un épisode d'importance majeure. Rétrospectivement, au regard du succès obtenu, tout a l'air simple et évident. Pourtant, à l'époque, l'implication de la Suisse dans la résolution du conflit n'allait pas de soi. La démarche des fonctionnaires impliqués et du chef de la diplomatie suisse était audacieuse. En effet, nombreux étaient les partisans d'une vision plus prudente de la neutralité, consistant à se distancier des conflits internationaux pour préserver la sécurité de la Suisse. Or, ce conflit impliquait un voisin direct de la Suisse. Toute erreur aurait pu entraîner des disruptions importantes des relations avec la France. Le conseiller fédéral Max Petitpierre avait une vision différente de la neutralité. Il promouvait une vision proactive des bons offices de la Confédération dans les conflits internationaux. La facilitation des négociations entre Algériens et Français a été un exercice difficile qui s'est déroulé dans un climat très tendu, caractérisé par une escalade de la violence, et on vient d'entendre de l'assassinat du maire d'Évian, M. Camille Blanc. Cet exercice a requis beaucoup d'engagement, de patience et de prise de risque. Le succès n'était pas garanti, le processus était fragile et vulnérable aux incidents sécuritaires. À la fin, la conclusion des accords d'Évian a eu un impact positif durable sur la crédibilité de la Suisse en tant que facilitatrice et médiatrice internationale. D'autre part, ce succès diplomatique a fortement marqué les esprits au sein du pays et consolidé cette orientation proactive de la politique de paix de la Suisse. Aujourd'hui encore, les débats contradictoires sont constants en Suisse au sujet de la nature de la neutralité, surtout quand de nouveaux développements géopolitiques émergent, comme aujourd'hui le conflit ou la guerre en Ukraine. Il y a quelques décennies encore, l'adhésion de la Suisse à l'ONU n'allait pas de soi. 20 ans après son adhésion, la Suisse présente sa candidature au Conseil de sécurité. Malgré les débats, aujourd'hui, personne en Suisse ne doute du bien fondé de l'engagement de notre diplomatie dans la résolution des conflits internationaux. Cette conviction doit sans doute beaucoup au succès des accords d'Évian, qui ont été le prélude d'un engagement plus large de la Suisse sur la scène internationale. J'aimerais maintenant laisser la parole à nos partenaires algériens ainsi qu'aux éminents spécialistes qui sont à bord, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel, effectivement, du rôle passé de la Suisse et des débats continus qui existent sur ce rôle que la Suisse doit tenir dans le monde. Et ce rappel que notre Conseil fédéral dépend aussi des personnalités courageuses parfois, qui engagent la Suisse dans ces processus délicats. Je passe maintenant la parole à son Excellence l'ambassadeur d'Algérie en Suisse. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous ceux qui ont eu l'initiative de préparer cette rencontre. Dans la salle, il y a certaines personnes qui ont été impliquées de près ou de loin à cette heureuse initiative. Je les en remercie aussi. Vu mon jeune âge, j'ai le privilège
d'avoir rencontré M. Olivier Long à Alger dans les années 90, où il a été invité à faire une conférence au ministère des Affaires étrangères. J'ai eu aussi l'honneur de connaître Taïb Belharouf, un des principaux négociateurs dont le fils Jalil est parmi nous aujourd'hui. Pour l'Algérie, la médiation suisse est d'une importance capitale. À la suite de l'échec des pourparlers de Melun en juin 1960, échec qui a été apprécié diversement, notamment avec joie par les partisans de l'Algérie française et beaucoup moins de joie par ceux qui étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie. La Suisse, grâce à des diplomates chevronnés de l'envergure d'Olivier Long ou de Max Petitpierre, conseiller fédéral à l'époque, qui avait donné son aval, a joué un rôle déterminant dans la reprise des discussions à un niveau important, d'abord à Lucerne, ensuite à Neuchâtel et enfin à Évian. Le rôle de la Suisse n'était pas uniquement un rôle diplomatique, mais aussi un travail en profondeur qui a facilité la présence de la délégation algérienne en étant en Suisse et pour se rendre à Évian. On a mis à la disposition de la délégation algérienne tous les moyens nécessaires pour pouvoir discuter pratiquement d'égal à égal avec les négociateurs français. Je crois, et ceci reste un des atouts de la diplomatie secrète, la médiation suisse a été d'un conseil positif qui a permis aux Algériens de pouvoir obtenir la quasi-totalité de nos revendications. En Algérie aujourd'hui, parler de la Suisse, c'est dire que c'est grâce à ce pays que l'Algérie est devenue indépendante. En dehors des aspects militaires sur le terrain, bien sûr, mais grâce à la négociation qui, le 18 mars 1962, a conclu aux accords d'Évian. Évian est peut-être la capitale de la paix, mais la Suisse est réellement la capitale du monde. Je ne pense pas, et les autorités algériennes partagent ce point de vue, je ne pense pas qu'une médiation aussi importante aurait pu être faite par aucun autre pays au monde, sans intérêt aucun. C'est la neutralité active dont peut réellement se vanter la diplomatie suisse, qui a permis à l'Algérie et à d'autres peut-être pays de pouvoir régler leurs problèmes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être l'histoire mieux que moi et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Excellence. Nous avons donc entendu les représentants des États, mais dans ce processus, il y a aussi des acteurs peut-être moins visibles sur la scène internationale, mais qui sont importants aussi, des acteurs locaux. On a entendu la maire d'Évian et on a rappelé le prix qui a été payé par la municipalité d'Évian dans ce processus. Et maintenant, nous allons entendre un représentant de la municipalité de Genève. Là aussi, je crois qu'il est intéressant, dans ce qu'on entend,
de voir que la Suisse, outre la grande visibilité de la Genève internationale, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'organisations d'importance mondiale qui sont basées là-bas, et aussi dans l'ensemble du pays, un lieu de discussion, négociation, et lorsque l'on veut effectivement pouvoir parler de personne à personne dans des lieux discrets, eh bien, on a besoin de ces autorités locales qui jouent un rôle tout à fait important aussi dans la vie internationale. Je passe donc maintenant la parole au président du conseil municipal de la ville de Genève, M. Amar Madani. Merci. Je me joins aux salutations protocolaires qui ont été déjà dites. Et là, mesdames et messieurs, les autorités de la ville de Genève que je représente tiennent à rappeler le souvenir d'un grand moment de notre histoire qui s'inscrit dans la ligne des conventions de Genève ou des accords d'Indochine de 1954. Genève se montre ainsi fidèle à sa tradition séculaire de ville de paix. Il y a 60 ans, les bords du lac Léman ouvraient la voie, une fois de plus, à des rencontres permettant de sortir de conflits impossibles et d'une réelle impasse. En 1962, la ville d'Évian, le canton de Vaud, le canton de Genève, ont su montrer qu'il était possible de travailler ensemble, par-delà les frontières, sans empiéter sur les prérogatives des uns et des autres, afin de laisser un espoir de paix malgré les difficultés innombrables. C'est le rôle bienfaisant que peuvent accomplir les autorités locales, aux heures les plus difficiles de notre histoire. La guerre qui vient de frapper en Europe même nous rappelle cruellement que la paix est un équilibre difficile à obtenir. Au bord de ce lac Léman, qui nous porte naturellement vers la paix, nous pouvons que nous incliner à la mémoire de ceux qui ont payé il y a 60 ans un lourd tribut à un conflit également proche de nous. Le devoir de mémoire est le meilleur hommage que nous puissions leur rendre. Avant de conclure, mesdames et messieurs, j'aimerais adresser ma gratitude à titre personnel à la Suisse. La Suisse qui a permis à un natif des Aurès, dont les parents ont vécu la guerre d'Algérie, d'accéder à la présidence de la ville de Genève avec l'honneur et la charge qu'elle implique. En ce jour, je tiens au nom de la ville de Genève à féliciter la ville d'Évian, notre voisine, pour sa contribution remarquable à la solution la plus pacifique possible de ce conflit. Au nom de la ville de Genève, je souhaite que les villes et les pays lémaniques puissent encore longtemps œuvrer en faveur de la paix. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Et maintenant, notre dernier intervenant de cette première table ronde protocolaire, le syndic de Saint-Sulpice, M. Étienne Dubuis. Il faut aussi dire que si les représentants des États sont généralement des professionnels à plein temps, évidemment c'est un travail prenant, les élus locaux ont souvent aussi une autre activité professionnelle, une autre vie, et on a connu évidemment M. Étienne Dubuis comme journaliste également, et je le remercie d'être là et de nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous en tant que syndic d'une commune de l'agglomération lausannoise et en tant que syndic d'une commune suisse. C'est avec un grand plaisir que je célèbre aujourd'hui avec vous ce 60e anniversaire des accords d'Évian. Un grand plaisir, mais aussi une certaine fierté. Voisine de la France, la Suisse était aux premières loges pour suivre la guerre d'Algérie. Mais elle ne s'est pas contentée d'observer. Elle a aussi agi pour nouer les fils d'un dialogue entre les parties en conflit et, une fois ce dialogue entamé, pour le faciliter au fil des mois, au milieu des violences et des incertitudes. La Suisse est neutre. Mais quand on a dit cela, on n'a pas dit l'essentiel. La neutralité peut être passive. Elle peut être vécue comme une réaction de peur face au désordre du monde, comme un repli frileux sur soi, ou pire encore,
comme une volonté de cultiver l'indifférence. Mais la neutralité peut être aussi active. Elle peut favoriser l'engagement extérieur sur un mode pacifique, sans éveiller la crainte et sans exacerber la haine. Et de ce fait, elle peut favoriser l'écoute, la médiation, le dialogue. C'est là ce que la Suisse peut offrir de mieux à la communauté internationale, ce qu'elle appelle ses bons offices. Au cours des décennies où elle a pratiqué cette politique, elle a connu quelques succès notables, et parmi ces succès figurent les accords d'Évian. Ces bons offices que la Suisse propose n'ont rien de spectaculaire. Ils ne prétendent pas régler eux-mêmes les problèmes. Ils s'efforcent seulement de créer des conditions propices à la résolution des problèmes par d'autres. La Suisse est présente, la Suisse influence, mais la Suisse reste en retrait. La Suisse a aidé à la conclusion des accords d'Évian comme à son habitude, en se comportant modestement. Elle a écouté, elle a transporté, elle a logé. Ses qualités ont été la discrétion, la persévérance, la souplesse. Ce ne sont pas là les qualités d'un maître, ce sont là les qualités d'un serviteur d'une cause, celle de la paix. Dans un monde qui semble appartenir à ceux qui parlent le plus haut et à ceux qui frappent le plus fort, une telle attitude est exemplaire. Un journaliste du Monde ne s'y était pas trompé à l'époque. Peu après la signature des accords d'Évian, il avait écrit « Ce peuple, le peuple suisse, peut être fier d'incarner dans un monde agité et furieux une vocation internationale d'ordre et de service. » Je vous ai dit ma fierté d'être suisse en cette heure de célébration. Mais ne vous méprenez pas. La fierté, la vraie fierté, n'a rien à voir avec l'autosatisfaction. Elle est exigeante. Elle dit l'attachement à des exemples et à des valeurs. Elle commande d'en être digne. La Suisse des accords d'Évian nous enseigne le souci d'autrui, même au-delà des frontières. Elle nous encourage à rêver d'un monde meilleur, même lorsque les atrocités s'accumulent. Elle nous apprend la foi en nos moyens, même lorsque la tâche semble insurmontable. Dans le monde troublé où nous vivons, elle nous rappelle l'importance d'un engagement pacifique et tenace pour que le dialogue, au bout du compte, finisse par triompher. Aujourd'hui comme hier. Merci beaucoup et voilà qui clôt cette première session inaugurale, un peu protocolaire. Je tiens à remercier les 5 intervenants, les 4 qui sont ici, et Madame le maire d'Évian, d'une part pour avoir respecté le temps qui nous était imparti et d'autre part pour les mots très justes que nous avons pu entendre. Je clôt donc cette première session, non sans remercier Sarah Desquiches pour son engagement pour avoir permis... pour avoir permis la tenue de cet événement, et évidemment mon collègue Hasni Abidi, qui s'est beaucoup engagé également, et à qui je passe la parole pour la table ronde suivante. Merci à tous.
maximum. Chers invités, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, cette journée historique très importante. Importante d'abord pour les élus, les autorités municipales. Nous avons tenu avec Sarah Dikish de les associer dans cet événement. Mais c'est aussi un moment important pour nous, pour l'université, car il s'agit aussi en quelque sorte de jeter un regard, s'il le faut un regard mis à jour, un regard neuf sur un épisode très important. Les accords d'Évian, c'est un moment d'importance puisqu'il s'agissait le triomphe du politique sur le militaire, il faut le dire, à un moment donné où, bien sûr, les membres du FLN optent pour une séquence de négociations et du côté français aussi, face à l'impasse d'accepter les négociations. Attention, les accords d'Évian, c'est pas seulement Évian, mais l'épisode des Rousses, c'est très important. Tout s'est joué justement dans cette station de ski important. Et vous savez, les historiens, ils nous racontent que les éléments, que les négociateurs du FLN, de GPRA, on les mettait dans des voitures avec, bien sûr, avec des bonnets, avec des skis, avec des combinaisons, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes et il fallait absolument presque provoquer des embouteillages pour ne pas faire la rencontre justement des négociateurs français et algériens. Là, je tiens aussi à rappeler l'épisode des Rousses parce qu'il était décisif dans les accords. Évian, c'était bien sûr la signature des accords. Dernier point, avant de passer la parole à mes invités et vous le présenter, pour moi, les accords d'Évian, c'est une histoire de conviction, c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de rencontre, et vous allez voir ça. Une conviction d'abord de notre pays, de la Suisse, mais aussi conviction des deux côtés de la Méditerranée, de l'Algérie et de la France, de la nécessité de trouver une issue pacifique, la nécessité de négocier, la nécessité de faire des concessions mutuelles. Et c'est un élément qui est décisif. Mais aussi une question de rencontre. Et vous allez voir aussi que les accords d'Évian, c'est une histoire aussi de rencontre entre des hommes et des femmes qui ont facilité ces négociations. On a le privilège aujourd'hui d'avoir d'abord 3 historiens et un témoin presque direct, bien sûr, de cet épisode, qui est Jalil Boulahrouf, le fils de Taïeb Boulahrouf, l'homme qui a noué des contacts importants avec Olivier Lang, qui a instauré une cellule, une antenne dans une chambre d'hôtel à Lausanne. Et ça, c'est un événement et c'est une séquence, à mon avis, qui mérite qu'on s'y attarde. Nous avons des historiens, Marisa Foïs de l'Université de Genève, historienne. Nous avons Antoine Fleury, qui était professeur à l'Université de Genève, professeur émérite. Et bien sûr, nous avons aussi Marc Perrenot, qui j'allais dire l'historien officiel, mais non, vous n'êtes pas officiel, l'historien des accords d'Évian par excellence. Évidemment, ces travaux sont indispensables dans la compréhension, bien sûr, du rôle de la Suisse dans les accords d'Évian. On a 4 parcours différents, même si les profils parfois convergent, mais j'espère qu'on aura 4 lectures différentes, complémentaires de cet épisode des accords d'Évian. J'aimerais commencer d'abord par probablement l'état général, c'est-à-dire l'état général de rôle de la Suisse d'une manière internationale, de son engagement non seulement en Algérie mais en Afrique du Nord. Et c'est bien sûr, c'est Antoine Fleury qui va nous donner quelques pistes sur cette question. Est-ce que je peux avoir le... Ah, celui-là, si ça marche. Allô? Non, ça ne marche pas. Ça marche. Ah, voilà. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Ça fonctionne comme il faut? Ouais. Bon, alors on va enlever ça là. Allez, je vois des multipapiers. Ok. Non, c'est bon, excusez-moi. Voilà. Bonjour à tous. Et en ouvrant ce débat plus historique qui nous est proposé, il me revient, à mon avis, de cadrer un peu la question, parce qu'on focalise beaucoup sur Évian, sur la négociation. On aura l'occasion d'y revenir avec mes 2 collègues. En tant qu'enseignant pendant des décennies l'histoire des relations internationales, où j'abordais entre autres très souvent
le conflit franco-algérien, j'ai estimé utile de cadrer peut-être l'ensemble de cette question très spécifique. Tout d'abord, un mot sur le contexte international, il ne faut pas l'oublier, de cette guerre d'Algérie ou de ce qu'on a commencé à appeler la question algérienne. C'est pour ne pas parler de guerre, puisque dans l'étymologie de l'époque, il n'était pas question d'une guerre franco-algérienne, mais d'événements en Algérie, un petit clin d'œil à l'actualité. En fait, cette question s'inscrit dans ce qu'on appelle le processus de décolonisation. Ce processus de décolonisation connaît une envolée, une dynamique nouvelle après 1945. Pour toutes sortes de raisons. D'abord du fait des nouvelles valeurs que les Nations Unies essaient de... Vous êtes à Évian, mais on ne quitte pas le bateau. Que les nouvelles valeurs qui sont mises à l'ordre du jour dans le cadre des Nations Unies, il y a entre autres, non pas seulement la paix internationale, mais aussi le droit à l'indépendance des nations soumises aux divers empires. Autant dire que la France, dans ce contexte-là, bien que devenue membre du Conseil de sécurité, figure parmi les grandes puissances, avec la capacité d'exercer son veto sur les questions qui pourraient la concerner. La France doit faire quelque chose. Or, la France est à contresens dans cette période-là. La France, après 1945, veut restaurer la grandeur impériale. De Gaulle en parle, la France sans son Afrique ne sera plus rien, ne pèsera plus dans les affaires du monde. Et ça, c'est utile à retenir par rapport à l'évolution que lui-même va connaître. Et la France, très rapidement, je suis obligé d'aller très vite, va connaître un recul par rapport à cette ambition de grandeur. D'abord, du fait des conflits coloniaux se refusant à décoloniser. Le conflit d'Indochine, ne l'oublions pas. La France a voulu restaurer son pouvoir en Indochine dont elle avait été privée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cela va déclencher ce qu'on a appelé le premier conflit d'Indochine, la guerre d'Indochine, dont la France va sortir vaincue. Et la solution à ce conflit d'Indochine, en 1954, a lieu à Genève. D'abord, conférence internationale convoquée pour régler la question de Corée, question toujours non réglée. Et le deuxième point, l'affaire d'Indochine, la décolonisation de l'Indochine. Et c'est celle de l'Indochine qui va retenir dans la mémoire historique les accords de Genève, puisqu'on va régler le problème. Et ceci est très important. La décolonisation de l'Indochine ne se fait pas de façon bilatérale. Ce n'est pas la France qui concède. C'est une convention internationale, multilatérale, ce que De Gaulle, évidemment, détestait et détestera en ce qui concerne l'affaire algérienne. Il faudra faire en sorte que le conflit franco-algérien qui sera généré du fait du succès des accords de Genève, du fait de l'accession à l'indépendance de l'Indochine, du fait de la défaite de la France, ça va donner le coup d'envoi à la dynamique nationaliste indépendantiste en Algérie, puisque quelques mois après, vous avez le 1er novembre et la rébellion des Algériens. Ce n'est pas la masse, mais c'est quand même déjà une rébellion qui surprend la France et qui va la mobiliser, non pas pour entrer dans une négociation, pas du tout. L'Algérie et toutes les forces politiques à l'époque sont pratiquement, avec quelques nuances pour la gauche, le Parti communiste, sont convaincus que l'Algérie est et restera française. Et à cet effet, la France s'est évertuée à proposer des réformes, dont certaines, les dernières, très alléchantes pour les Algériens. Vous serez égaux, on va vous donner tous les droits, etc., etc. Mais c'était trop tard, parce qu'il y a eu la dynamique internationale. C'est-à-dire sur le plan international, le trend, comme on dit, la tendance était à l'émancipation des peuples et tous les empires étaient en train d'être décolonisés. Tendance à laquelle la France va céder parallèlement en concédant l'indépendance à la Tunisie, l'indépendance au Maroc en 1955-1956 pour ces deux pays. Et finalement, elle entre en matière pour une forme de décolonisation, on pourrait qualifier, enfin, hypocrite, de l'Afrique subsaharienne à travers la fameuse réforme des cadres qu'on veut introduire, proposer aux Africains. Vous serez libres chez vous,
mais vous ne serez plus français. Et j'inscris cela, cette dynamique-là s'inscrit aussi dans une phobie qui apparaît à l'époque, le cartiérisme, c'est-à-dire l'Afrique, si ils se deviennent égaux, même que l'Afrique du Nord, si les Africains du Nord devenaient égaux aux Français, ils domineraient très rapidement, démographiquement, l'ensemble français, puisque la France était une et indivisible. Donc il fallait à tout prix accorder aux Africains de rentrer chez eux, de rester liés à la France, et cette dynamique africaine va en quelque sorte encourager effectivement le mouvement algérien à persévérer. La France cède. Et effectivement, l'Afrique noire accède à l'indépendance très rapidement après 1958, du fait que la France avait lâché. J'ai dit, mais on ne se contente pas de l'autonomie, on veut, parce qu'il y a les Américains, il y a les Soviétiques, et c'est ça un contexte extrêmement important à retenir, c'est-à-dire de la guerre froide, de la rivalité entre Washington et Moscou pour dominer le monde, pour séduire les peuples en voie de décolonisation, et qu'il fallait faire, du point de vue américain, éviter que les pays, les nouvelles nations, ne tombent dans la corbeille soviétique. Et les soviétiques, qui avaient beaucoup moins de moyens à l'époque au niveau mondial, mais ils étaient sexy, comme on dit maintenant, c'est-à-dire ils séduisaient toute une élite, y compris en France, encore, n'est-ce pas, jusque dans les années 50, le Parti communiste est extrêmement important, et dans d'autres pays, l'Italie, l'eurocommunisme va apparaître un peu plus tard. Et donc tout cela explique une dynamique dans ce sens qu'on appelle parfois de l'histoire, les historiens n'aiment pas trop cela, c'est-à-dire les peuples ont la légitimité à se diriger eux-mêmes, et que la France le veuille ou non, tôt ou tard, l'Algérie sera indépendante. Ils y croient, et le vent de l'histoire est pour eux. Et donc l'appui de Moscou pour les indépendances, pas seulement en Algérie, d'ailleurs dans d'autres pays encore en Afrique, vont faire que la France, et De Gaulle a eu l'intelligence, très rapidement, après l'échec en fait de sa grande invitation du discours de Constantine qu'il offre aux Algériens, il a pris conscience de l'isolement de la France sur la scène internationale. La France est isolée diplomatiquement. Elle essayait, grâce à sa capacité d'avoir le veto, de dissuader le Conseil de sécurité d'interférer dans les questions de colonisation. Mais l'Assemblée générale commence à être majoritairement en faveur de la décolonisation. Donc, les Algériens ont compris, c'est le mérite des politiques, on a parlé des politiques, les militaires, c'est une autre affaire. Les politiques ont compris qu'en créant un gouvernement provisoire, ils allaient tester leur crédibilité. Et effectivement, la majorité des États vont reconnaître ce gouvernement provisoire de la République algérienne. La Suisse est restée neutre, évidemment, par rapport à la France proche, etc. Donc, on ne voulait pas encore prendre parti, mais on avait déjà une diplomatie sympathique à l'égard des peuples en voie d'émancipation. Alors, on peut dire qu'effectivement, les choses vont aller très vite. De Gaulle va changer, ça on va entrer dans les détails tout à l'heure, j'imagine, de ces initiatives. Très rapidement, De Gaulle donne le feu vert. Il faut quand même rencontrer les représentants de ces rebelles. Et pas simplement de tous les mouvements, parce que c'était ça le piège. Est-ce qu'on invite tous les mouvements algériens pour discuter? Et c'est là la puissance du Front de libération nationale, du fait de son gouvernement provisoire qui était identifié sur la scène internationale, avec ses liens diplomatiques et ses moyens de pression. C'est lui que De Gaulle va accepter comme seul négociateur. Et c'est ça, c'est très important. Alors, à partir de là, on entre dans la dynamique que les uns et les autres vont pouvoir détailler pour revenir dans la discussion sur ce que cela a apporté à la diplomatie suisse, ou aussi en complément, ou pas nécessairement, avec Marc Pernoud, avec lequel nous avons travaillé depuis des années, et publié les documents diplomatiques suisses il y a déjà bien longtemps sur cette période-là. Voilà, mon cher ami. Merci beaucoup, Antoine Fleury. Merci beaucoup Antoine Fleury. Marisa Foïs, vous êtes historienne à l'Université de Genève. Vous avez travaillé sur les relations entre l'Algérie et la Suisse. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse ici, sur ce contexte-là. Pourriez-vous nous montrer un petit peu, nous expliquer comment ce contexte de relations entre les deux États a favorisé finalement d'abord l'engagement de la Suisse, et quelle est la nature finalement, quelle était la nature de ces échanges entre la Suisse et l'Algérie? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous avant tout.
Oui, pour parler de relations entre la Suisse et l'Algérie et donc souligner les points de convergence et de divergence, les contextes dans lesquels s'inscrit la contribution suisse, peut-être il faut partir du rapport historique stratifié entre les deux pays. Donc il faut un peu remonter dans l'histoire et on commence avec un communiqué du 1er août 1950 lors d'une mission consacrée à la fête nationale suisse pendant laquelle Radio Lausanne diffuse parmi d'autres messages celui de Jules Albert qui est le consul général des Suisses en Algérie à l'époque qui parlant de l'Algérie relate comment depuis 1830 la France en fait de l'Algérie un des plus bons joyaux de l'Union française. Et je reprends ces mots et il dit aussi que des milliers de confédérés ont collaboré utilement à cette grande œuvre. Donc, il expose également comment la colonie suisse est unie et comment elle constitue un exemple, entre guillemets, de l'exportation de la Suisse au-delà de ses frontières. Donc voilà, à la moitié du XXe siècle, juste avant le déclenchement de la guerre de libération nationale algérienne, on trouve un exemple d'une communauté suisse bien installée. Vous m'entendez, excusez-moi parce que je ne m'entends pas, vous m'entendez bien. Bien installée depuis les milliers du XIXe siècle. En effet, un siècle après, au milieu du XXe, l'Algérie est le deuxième pays d'Afrique du Nord où vivaient le plus grand nombre de Suisses, après le Maroc. Et d'après les pages de la presse, par exemple du journal de Genève, la colonie suisse est décrite comme aisée et pleine d'avenir, ou encore unie et toujours attachée à la Confédération. Nonobstant son arrivée en début de colonisation et le fait que de nombreuses personnes aient acquis aussi la nationalité française. Donc voilà, selon le consulat suisse d'Alger, au début de la guerre de libération nationale, la colonie suisse compte environ 2000 ressortissants recensés, donc presque la moitié à la double nationalité. Et sans prendre en considération la communauté la plus nombreuse, celle des Français, le groupe helvétique occupe la 3e place de la fin de la Deuxième Guerre mondiale parmi les résidents étrangers européens. Les Suisses suivent les Espagnols et les Italiens. Mais en quelques années, la vie de la colonie est progressivement perturbée par la guerre de libération nationale algérienne qui remet en cause la présence européenne et donc la présence de la Suisse. Donc, il faut souligner comme il y avait plusieurs intérêts suisses en Algérie. Et ces intérêts doivent certainement être protégés. Si dans un premier temps, la possibilité d'un retour n'est pas envisagée, à l'époque de l'indépendance, la Confédération est confrontée à des questions qui la mettent elle-même au niveau des puissances coloniales. Comment gérer les retours, comment gérer les répatriements. Voici une motivation de l'implication suisse en Algérie. Et pareillement, la guerre d'indépendance voit l'implication de la Suisse sur d'autres deux fronts, au moins. D'un côté, il s'agit de la participation de la Confédération au pourparlers secret, et on va en parler aujourd'hui. Et donc, à sa neutralité active, à son rôle diplomatique. Et de l'autre côté, on remarque l'accueil que la Suisse a donné aux indépendantistes algériens et à la naissance du mouvement de solidarité créé autour de ces indépendantistes. Pour le mouvement national algérien, il faut souligner que la Suisse représente une sorte de refuge aux portes de la France. En accueillant les réfugiés, Berne compte sur les désirs sincères algériens d'épargner la colonie suisse en cas de troubles graves pendant les conflits. Et ce sont les mots reportés dans les documents officiels. Et en outre, la Suisse représente aussi le centre d'une intense production éditoriale, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en effet, par exemple, El Moudjahid, l'organe officiel du Front de Libération Nationale, et certains textes tels que les manuels du militant algérien sont imprimés en Suisse, ainsi que la question d'Henri Alleg,
ouvrage interdit en France, qui expose l'usage généralisé de la torture. Donc la Suisse fournit aux Algériens et aux Français qui soutenaient l'indépendance la possibilité de s'exprimer librement. De plus, pour l'étrange carrefour de l'histoire, la décision de déclencher la guerre de libération nationale est prise à Berne en 1954. Et durant cet été, la Suisse reçoit la Coupe du monde de football et cet événement facilite les déplacements des dirigeants algériens qui habitaient en Algérie ou en clandestinité en France et en Égypte. Donc voilà, on peut remarquer l'interconnexion des relations différentes et stratifiées entre Suisse et Algérie qui nous aide à contextualiser les cadres dans lesquels s'inscrit la contribution suisse et les rôles suisses dont on va continuer à parler. Merci. Merci beaucoup, Marisa Forst. Je me tourne à droite à Marc Perrenou. Vous avez deux avantages. Vous avez le premier avantage, vous êtes parmi les chercheurs, les historiens qui ont eu accès avec Antoine Fleury aux archives, évidemment, des accords d'Évian. Vous avez le deuxième avantage, vous habitez à Neuchâtel, qui a donné d'excellents conseillers fédéraux, et notamment Max Petitpierre, dont je salue la présence de son fils, Gilles Petitpierre, professeur chez nous à l'Université de Genève. Vous allez me corriger, mais j'ai lu que Max Petitpierre a lu le livre « La question d'Henri Allag » et ça a été un tournant dans son engagement, en tout cas, en faveur d'abord de négociations et trouver vite une solution et qu'évidemment le Conseil fédéral à l'époque était sous pression des autorités françaises pour un petit peu réduire la marge de manœuvre des membres du FLN sur le territoire suisse. C'est à vous que je me tourne maintenant, je vous donne la parole pour nous éclairer sur les coulisses en tout cas et ce que s'est passé en tout cas pour arriver un peu à cet accord le 18 mars. Merci, bonjour, et merci d'être venu. Je dois dire, puisqu'on est sur un bateau Henri Dunant, il faut quand même dire que Henri Dunant a fondé le CICR, c'est son immense mérite, mais en même temps, il était issu d'une famille genevoise, et parmi les financiers genevois a été fondée aussi au 19e siècle la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, qui, par la suite, a été dirigée aussi par des Neuchâtelois, dont notamment le vice-directeur en 1945 a été témoin des massacres de Sétif en 1945, qu'on considère aussi d'un point de vue rétrospectif comme en fait le début de la guerre d'Algérie, puisque c'est quand même une rupture dans et le début du démantèlement de l'empire colonial français. Donc le directeur des compagnies suisses de Sétif en 1945 écrit au consul de Suisse à Alger en lui disant « Voilà, il y a eu cette répression, nous avons eu tous très peur, mais nous avons le sentiment d'être sur un volcan mal éteint. » Et quelque part, c'est prémonitoire. Il y a des fois des Neuchâtelois qui sont prémonitoires. De dire, voilà, le volcan va repartir, va de nouveau lancer une éruption. Alors effectivement, je rappelle ce qui est écrit dans d'autres textes, c'est-à-dire que les informations sur les atrocités de la guerre d'Algérie vont circuler en Suisse assez rapidement. Même si, il faut aussi le dire, pendant toute une période, la majorité des journaux suisses, notamment en Suisse romande, étaient plutôt influencés par les thèses de l'Algérie française. On parlait des événements d'Algérie dans la feuille d'avis de Neuchâtel, par exemple, pour ne citer qu'un de ces journaux. Et à ce moment-là, les informations commencent à circuler de différentes manières parce qu'il y a des Suisses qui vont en Algérie, parce qu'il y a des Algériens en Suisse, parce qu'il y a des Français qui s'opposent à la guerre d'Algérie et qui commencent à publier des informations. Et il y a deux questions, effectivement, qui vont de plus en plus sensibiliser la population suisse au-delà des clivages politiques, puisque, par exemple, la gauche suisse était au début, à l'époque de Guy Mollet, plutôt partisane du maintien de l'Algérie française réformée selon les souhaits de Guy Mollet, qui se sont heurtés à l'opposition du colonialisme français, comme on le sait. Mais donc, au-delà de ces divisions politiques et religieuses, il y a les deux grandes questions qui vont beaucoup sensibiliser la population suisse romande, et Max Petitpierre parmi eux, c'est la question de la torture, que Max Petitpierre va dénoncer à la tribune du Parlement dès 1959,
et la question des réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc, notamment par le fait qu'il y avait à la fois le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui était dirigé par des Suisses à l'époque, qui venaient en aide à ces victimes du conflit, mais aussi des organisations privées, des ONG, comme on dit actuellement, qui ont aussi diffusé des photos, des informations sur le sort des Algériens. Tout ça fait que des personnalités comme Max Petitpierre étaient sensibilisées à la question à la fois des atrocités qui se passaient en Algérie et aussi à l'idée qu'il fallait se lancer dans l'avenir et aussi voir quelle était la position internationale de la Suisse. Et les 4 piliers de la politique qu'il définissait étaient donc la neutralité, la solidarité, la disponibilité et l'universalité. Donc l'universalité impliquait que tôt ou tard, il fallait avoir des relations avec tous les pays indépendants. Et dès 1956, de manière confidentielle, Max Petitpierre estimait que l'indépendance de l'Algérie serait bientôt une réalité. La solidarité, c'était la politique humanitaire. C'est aussi en 1961 le lancement par Max Petitpierre de la coopération au développement, qui à l'époque était un service d'une dizaine de personnes, qui plus tard représentera les 2/3 du personnel du département des Affaires étrangères. Donc ça, c'est le processus de solidarité internationale qui est favorisé par Max Petitpierre. Et le principe ensuite, le 4e principe, le principe de disponibilité, c'est-à-dire on est disponible si il y a des 2 côtés les belligérants qui sont d'accord de négocier. Et c'est ce qui se passe au cours de la fin de l'année 60, où sur la base de l'échec de Melun, on se rend compte qu'il n'est pas possible de négocier dans ces conditions, notamment du côté algérien, où les fonctionnaires français contrôlent les conditions des entretiens dans des conditions qui ne permettent pas d'avancer sur ces dossiers. Et finalement, les contacts avec Tahir Boularouf et d'autres aboutissent à cette possibilité, cette fenêtre qui s'ouvre et que Max Petitpierre accepte de cautionner et avec ce petit groupe de diplomates et dans des conditions difficiles, à la fois pour les risques qui étaient des risques politiques, mais aussi des risques d'attentats, puisqu'on a évoqué le 31 mars l'assassinat du maire d'Évian, et aussi des risques à l'intérieur du gouvernement suisse et même du corps diplomatique suisse, où les thèses de l'Algérie française avaient encore des partisans assez influents. Donc, Max Petitpierre a assumé ces risques et a organisé a favorisé l'organisation des contacts secrets d'abord à Lucerne et ensuite à Neuchâtel. Et d'ailleurs, c'est à Neuchâtel, au bord d'un lac aussi. Je ne sais pas si les lacs favorisent les négociations de paix, mais enfin, c'est au bord d'un lac, du lac de Neuchâtel, que le 5 mars 1961, un des délégués français, Georges Pompidou, qui était l'homme de confiance de Gaulle, mais qui à ce moment-là n'était plus une personnalité politique, a proposé aux Algériens la solution en disant, vous pourrez, puisqu'à Melun, c'était dans des conditions que vous ne pouvez pas accepter, on pourrait négocier à Évian. Et c'est l'idée, donc, nous tenons, nous Français, à ce que ça ait lieu sur notre territoire national, mais si les Suisses sont d'accord de vous accueillir dans les conditions que vous déterminerez, on peut faire les négociations. Vous pourrez résider en Suisse, vous aurez à ce moment-là la possibilité que vous avez exigé, que vous n'avez pas pu obtenir à Melun, d'avoir des communications secrètes avec les dirigeants de la Révolution qui sont à l'étranger. Et vous aurez la possibilité de tenir des conférences de presse. Et pour les Algériens, c'était extrêmement important parce que, comme on le sait, une arme essentielle des Algériens, des indépendantistes algériens, c'était la possibilité d'informer et de sensibiliser l'opinion publique internationale, que ce soit au niveau diplomatique, notamment à New York, à l'ONU, mais aussi par les médias internationaux. Et là, la Suisse a aussi fourni donc à la fois les communications secrètes, la sécurité avec l'armée et la police suisse qui ont été mobilisées,
et la possibilité de tenir des conférences de presse. Il y a d'ailleurs eu à l'époque ce qui était une nouveauté, des grands écrans pour tenir les conférences de presse à distance. Et c'est donc dans ce contexte-là que la diplomatie suisse est intervenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que donc, dans le livre de Reda Malek et Mohamed Bedjaoui, qui sont les deux membres, étaient membres de la délégation algérienne, des juristes suisses et genevois ont aidé d'une manière substantielle la délégation algérienne, notamment dans les questions concernant, par exemple, le statut spécial du Sahara et le statut spécial de la communauté française et européenne. Et évidemment, on avait affaire à des juristes algériens, mais manquaient en quelque sorte de certains arguments du point de vue du droit. Et il y avait des rencontres secrètes, il y en a beaucoup, par exemple la famille Lalive, elle se distingue, et d'autres juristes très importants qui, justement, recevaient les négociateurs algériens et qui, en quelque sorte, les briefaient pour dire voilà les arguments juridiques à utiliser, voilà les arguments qu'il ne faut pas utiliser concernant la souveraineté, concernant la continuité territoriale. Ça, c'est un élément. Deuxième, Reda Malek, dans son livre, disait que, attention, l'Algérie la délégation algérienne a reçu plusieurs propositions, et notamment celle de l'Égypte, pour recevoir des négociations. Mais il y avait cette conviction, aussi une vision chez les Algériens, donc le GPRA, de dire que nous, on veut que la Suisse, rien que la Suisse. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté ferme de la part de la délégation de GPRA de dire que la Suisse, finalement, c'est le territoire, c'est l'État qui nous offre plus de garanties en matière de négociation. Je me tourne vers le dernier intervenant, Dr Jalil Bolharouf, puisque vous êtes médecin. Vous venez d'abord de Annaba. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement d'Annaba, Alger, Paris, Genève. Vous venez d'une ville, Annaba, qui est très importante, qui est située à l'est. C'est la ville de Saint-Augustin. Et encore une fois, je vais revenir à la Suisse grâce à un autre conseil fédéral, mais il n'est pas de Neuchâtel, il est de Fribourg. Évidemment, c'est Joseph Deiss qui a eu cette idée très intéressante, lumineuse, d'organiser un colloque sur Saint-Augustin, puisque Annaba et Socarrás sont les villes, en tout cas, préférées de Saint-Augustin. Et ça avait un colloque très intéressant pour parler du rôle de Saint-Augustin à Annaba. Et c'était donc quand Joseph Deiss était ministre des Affaires étrangères, notre conseiller fédéral des Affaires étrangères. Je vous donne une carte blanche parce que c'est un privilège d'avoir un témoin presque direct, le fils de Taïb Bolharouf. Il est partout. On voit sa photo dans toutes les photos, dans tous les livres sur l'histoire et sur les accords d'Évian. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous quelques moments, quelques souvenirs surtout, des négociations, des tractations, de ce que vous disiez justement Taïb Bolharouf sur à la fois ses contacts préliminaires avant et ensuite, bien sûr, sur son séjour à Lausanne et sa présence, son rôle au sein de GPRA. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci encore pour me donner cette occasion de parler de mon pays, avant de parler de mon père. Merci à la Suisse. Merci à Sarah Dekish pour avoir organisé cet événement. Et donc voilà. Taïb Bolharouf, c'est lourd, c'est très lourd à porter. Mais bon, on va essayer. Il fait partie de toute une génération de militants. Il ne s'agit pas uniquement de lui. C'est toute une génération de militants portés par tout un peuple. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'était très fusionnel. On parle d'un homme qui est orphelin à l'âge de 8 ans, qui est chassé de l'école à l'âge de 14 ans, et qui grandit dans le militantisme. D'ailleurs, moi-même, j'ai été élevé comme un militant. C'était quelqu'un de très dur, dans le bon sens du terme. Et donc, c'est des années de militantisme. Il commence d'en bas, militant de base, il grandit. Il n'a pas le privilège de faire des études. Le système colonial tel qu'il était ne le lui permet pas. Ça a grandi sa volonté et ses convictions.
Et il va de l'avant. Il continue. Il se bat avec tout un ensemble de militants, toute une génération. Le temps passe. 1er novembre 1950, d'abord, pardon. Un événement majeur qui va réveiller les consciences, c'est les événements du 1er et du 8 mai 1945. Une date qui, à ses yeux, est toujours restée une date très, très importante. C'est là où tout bascule. Vous savez que pendant la lutte d'indépendance, il y avait plusieurs tendances politiques dans la rébellion. Il y avait ce qu'on appelle, je vais dire des mots en arabe et je vous les traduirai par la suite, Jamaïat al-Ulama, c'est-à-dire que c'était le conseil de sages, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, qui était plutôt modéré. Il y avait donc l'UDMA de président Farhat Abbas, qui était toujours dans la modération, mais qui s'impliquait un peu plus dans une politique, dans une vision, on va dire, un peu plus nationaliste. Et puis, il y avait les nationalistes radicaux du PPA, du Parti du peuple algérien, qui a été un vivier de militants, qui a, pour vous en citer quelques-uns, Hossein Aït Ahmed, que vous connaissez très bien, mon père, Taïb Oulharouf, le président Mbella, que vous avez connu aussi, et tant d'autres. Ensuite, le 1er novembre 1954, le déclenchement de la lutte armée. Déjà dans la déclaration solennelle du 1er novembre 1954, on voit la porte ouverte à la négociation. On en parle déjà. On entrevoit déjà, pas uniquement le volet militaire, on entrevoit déjà le volet politique et la diplomatie. Le FLN, Front de Libération Nationale, comme l'indique son nom, est un front, ce n'est pas un parti. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il n'était pas question d'adhérer au FLN en tant que parti, mais en tant que militant, que personne. C'est-à-dire, ce n'était pas le représentant du PPA qui a adhéré, ou le PPA qui a adhéré, ou l'UDMA qui a adhéré. Non, c'était monsieur Boularouf, ou monsieur Aït Ahmed, ou monsieur, à titre personnel. C'était ça la grande différence. Donc, pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'il y a eu beaucoup de crises au sein même des différents partis. Bon, ça, c'était un petit rappel historique. Donc tout ce parcours a fait entrevoir aux différents militants nationalistes algériens que l'issue à ce conflit, et donc le recouvrement de l'indépendance, qui était leur objectif premier, devait passer par une solution diplomatique. J'en veux pour preuve la création du GPRA en 1959, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et la première indication du GPRA, une des premières mesures prises par le GPRA, c'est mettre en place une armada diplomatique. L'ouverture d'un bureau aux Nations Unies à New York, l'ouverture de plusieurs bureaux dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe. Et je pense que ça a été une démarche qui a été essentielle pour le recouvrement de l'indépendance. Donc ça, c'était pour le volet Algérie. Maintenant, la Suisse, que dire ? Le rôle de la Suisse a été non seulement primordial, mais essentiel. Dans la mesure où, vous saviez, les délégués algériens n'avaient pas d'expérience de conférence internationale. C'était des militants de base à l'origine, qui avaient gravi tous les échelons. On a appris, on a beaucoup appris, les délégués algériens, et ça, mon père me le répétait souvent, on a beaucoup appris avec les Suisses. Auprès de diplomates de la trempe de M. Long,
je veux dire, et ses collaborateurs, vous parliez tout à l'heure des conseils juridiques qui avaient été donnés. C'est vrai. Des fois, ça coinçait. Et puis, c'est vrai que la Suisse était neutre, c'est vrai, c'était évident. Mais M. Long ne s'empêchait pas de donner des conseils. Évidemment, écoutez, bon, nous, c'était la Méditerranée, la passion. Eh ben oui, on s'emportait facilement. Allez, on arrête tout, c'est bon. Non. Donc, il y avait un peu cette mission facilitatrice, si vous permettez le terme, de la Suisse, disant, attention. Donc, vous parliez aussi tout à l'heure du navire d'Henri Dunant. Vous ne croyez pas si bien dire parce que M. Olivier Hilland et M. Jean-Flavien Lalive se sont connus pendant qu'ils travaillaient à la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un grand lien d'amitié s'est établi entre les deux. La médiation de la Suisse, c'est une histoire de liens personnels aussi, de liens familiaux. Les liens personnels, c'est donc très simple. Mon père est en la personne de Taïb Boularouf, donc il est en pleine crise après une rafle en France au niveau de ce qu'on appelle la Fédération de France du FLN. Si vous voulez, le FLN avait décidé de porter le conflit en territoire français. Et il y avait eu une rafle où la majorité des militants avaient été démasqués, donc arrêtés. Donc on lui demande, la direction du FLN demande à mon père d'essayer de restructurer tout ça. Donc il le fait, il passe la main à M. Omar Boudaoud, qui prend la présidence de la Fédération de France. Et à ce moment-là, il se replie, parce que activement recherché par les services français, services de sécurité, il se replie sur Lausanne. Et c'est son premier séjour en Suisse. C'était en 1957, si je ne me trompe pas. Je parle sous votre contrôle. Donc, il arrive en Suisse, il s'établit dans une petite chambre, dans une pension, dans la clandestinité. Et il avait un parcours qui était... Je veux dire, il connaissait bien la clandestinité. Quand il savait se faire petit. Malgré son 1,90 m, il savait très bien se faire petit. Et c'était peut-être sa force. Je veux dire, peut-être que tout était là, dans la discrétion, le secret. Et un groupe d'hommes avait compris l'importance du secret et la discrétion. Et ce groupe d'hommes est allé de l'avant grâce justement à cette conviction-là. Donc quand il s'établit à Lausanne, il essaye d'entretenir des liens avec des personnalités suisses. À un moment, il ne connaît personne. Il est recherché. Donc il arrive en Suisse avec un passeport tunisien. Et il commence à établir des liens, notamment, je ne peux pas citer tous les noms, mais il rencontre une personnalité qui allait devenir centrale dans cette affaire, et dont on parle peu, à mon sens, c'est Maître Raymond Nicollet. Maître Raymond Nicollet. Donc, et Monsieur Favreau, bien sûr, de la Gazette de Lausanne, grand journaliste. Et donc, pourquoi j'insiste sur la personnalité de Maître Nicollet? Parce que vous allez comprendre par la suite que c'est lui qui établit le contact. C'est lui qui établit le contact. C'est-à-dire que mon père le sollicite en lui disant « Écoute, j'ai l'ambition de rencontrer une personnalité suisse proche des milieux officiels. » Nicollet lui dit « Écoute, on va voir.
en moins d'un mois. Il se trouve que M. Nicolet est lié à M. de la Live aussi. Ils plaident au barreau de Genève tous les deux, donc ils se connaissent. Et M. Lalive connaît M. Long. C'est vous dire comment ça s'est passé. Je veux dire, quand j'insiste sur les liens personnels et familiaux, pour les familiaux, j'arrive. Donc, c'est M. Lalive qui contacte M. Long et lui dit que voilà, il y a une personnalité algérienne proche des milieux officiels aussi, représentant du GPA à Rome, qui aimerait faire part à une personnalité une personnalité suisse proche des milieux officiels, de lui faire part de les ambitions et les prétentions du GPA. Donc, c'est à ce moment-là que la machine s'enclenche. Olivier Long rencontre, il a une bonne impression, il y a un climat de confiance qui s'instaure. Et la suite, je veux dire, elle est claire. Tout part ensuite avec tout son lot de déceptions, de joie, d'incidents, de ruptures et de reprises. Mais je veux dire, j'ai deux éminents diplomates en face de moi, et c'est ça la diplomatie. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, pour les liens familiaux, je voulais insister sur deux éléments. Rapidement, très rapidement. Le premier, c'est le professeur Jean Bernard. Le professeur Jean Bernard. C'est dans son bureau parisien qu'a lieu la première rencontre entre Louis Jox et Olivier Long. Dans le secret, encore une fois. Le professeur Jean Bernard est le cousin germain d'Olivier Long. Et je reviens à Raymond Nicolet. À l'indépendance de l'Algérie, mon papa va épouser la nièce de Maître Nicolet. Donc voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai été assez clair. Je vais faire plaisir à mon directeur, Nicolas Lovra, qui est juriste. 4 familles ont émergé dans les accords d'Évian. Les 4 sont juristes. Dominicé, Nicolier, Lalive, et le 4e, c'est donc Lalive, Nicolier, non. Les 4 étaient juristes de formation, c'est-à-dire juristes, et qui ont aidé d'une manière substantielle. Donc, le 4e nom va me revenir. Je sais que c'est très frustrant un petit peu de donner très peu de temps à nos intervenants parce qu'on a prévu quand même 2 tours, on a prévu aussi des questions. Vous avez toujours le droit de poser des questions. On n'est pas encore arrivé à quai, on peut prendre quelques minutes. Voilà, et le bateau peut attendre. Donc, nos 4 invités de ce panel ont contribué dans cet ouvrage. Donc, ils ont des éclairages très intéressants et utiles. Je vous le conseille vivement, soit de l'acheter, soit de l'emprunter à la bibliothèque municipale. Et évidemment, vous trouverez des éclairages complets sur justement les thématiques abordées ici. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je ne veux pas qu'on monopolise la parole. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais interroger quand même, je profite de la présence de monsieur l'ambassadeur ici d'Algérie, Marc Pernoud, pour dire, est-ce que vous trouvez qu'on a où il y a l'accès aux archives algériennes, puisqu'on parle toujours de la main tendue de la France, est-ce que l'Algérie, finalement, est-ce qu'elle contribue dans cette compréhension de l'histoire de l'Algérie en ouvrant son archive? Question est à vous. Oups. Alors, c'est une grave question parce que, en fait, quand on a commencé à éditer des documents diplomatiques suisses, notamment en 2002, par la suite, il y a eu un colloque notamment qui a été organisé aux Archives nationales algériennes en 2005 avec l'ambassade de Suisse en Algérie. Et là, on a pu donc discuter. Il y avait André Gazu, il y avait Niels Anderson, il y avait à la fois des témoins, des acteurs et des historiens
suisses et algériens. Et à ce moment-là, mon collègue et ami Damien Caron, qui a pu rédiger sa thèse de doctorat en partie sur les archives algériennes. Et Marisa, tu as aussi pu voir les archives algériennes. Malheureusement, on doit dire que les conditions d'accès aux archives algériennes sont encore très compliquées. Personnellement, j'aurais souhaité, par exemple, pour un des articles récents, avoir de nouveau l'accès aux archives algériennes, et on m'a pas transmis ces documents. Et je sais par des amis algériens qui travaillent comme historiens qu'il y a encore beaucoup à faire pour que l'accès aux archives algériennes soit effectif. Et j'espère que cela pourrait être, un des résultats des accords, de ce colloque et d'autres rencontres qui ont lieu actuellement, qu'on aille dans le sens d'une ouverture meilleure des archives. Je veux aussi témoigner que je suis aussi très content que les conditions de débat actuelles soient meilleures qu'elles ne l'étaient en 2012. En 2012, il y avait eu un colloque à Évian, et là, l'ambiance était extrêmement tendue. Certains partisans de l'Algérie française disaient on ne doit même pas parler des accords d'Évian, c'est le bradage de l'Algérie, etc. J'espère que après 10 ans, et ce que je vois de ce qui se passe depuis quelques jours, et j'espère que ça ira dans cette dynamique, de pouvoir enfin aborder des questions au-delà des tabous, au-delà des autocensures, et qu'on puisse discuter de cette Algérie et de cette France et de cette Suisse qui nous relie tous et toutes. Et nous avons invité le directeur des archives, justement, au fait, à l'Illusion, l'historien, enfin, le conseiller en chef du président de la République, mais malheureusement, donc, il ne nous a pas répondu pour que le tableau soit complet. André Gazu, on n'a plus de temps, mais je vous donne 2 minutes quand même pour votre légitimité historique. Prenez le micro. Je dois dire qu'il semble qu'il y ait un effort du côté français pour ouvrir les archives. J'ai rencontré des historiens algériens à Alger qui sont très compétents. Mais leur chef, il faut le dire, monsieur l'ambassadeur, vous avez un apparatchik que même l'Union soviétique n'a jamais eu. Regardez, il est même impoli, il ne répond même pas. Mais enfin, comment pourrait-il répondre alors que le peuple n'a plus la voix? Vous avez occupé le terrain, vous avez volé le peuple. L'indépendance n'est pas pour eux. Je demande l'indépendance. J'ai été solidaire du peuple algérien pendant la guerre d'Algérie. J'ai déserté. Maintenant, je demande, parce que je suis toujours proche du peuple algérien, mais pas des apparatchiks. Merci André Gazu. Évidemment, d'abord je remercie la présence de monsieur l'ambassadeur. Je remercie. Non, mais c'est évidemment, c'est une table ronde académique universitaire. La pluralité est assurée et la liberté du temps. Et je remercie monsieur l'ambassadeur de s'être livré à cet exercice, d'avoir répondu à notre invitation, parce qu'il s'agit d'un événement historique qui concerne les trois pays. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un effort à faire du deux côtés de la Méditerranée. Sur ces mots, je vous dis merci beaucoup. D'abord, merci à tous nos panélistes qui auront l'occasion de s'exprimer aussi plus tard. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez réagir? Un petit mot. Mais vraiment très peu, parce qu'on a... Oui. Attendez, on laisse le mot et après je vous donne la parole. Après, on doit finir. Vous l'aurez. Je peux vous raconter qu'après les accords d'Évian, il y a eu une tuerie monumentale en Algérie. J'ai vu des morts, des juniors sortir. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vous dis,
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci de me redonner la parole. Je voudrais seulement dire à M. Gazout que M. Cheri, Abdelmajid Cheri, que vous avez invité à participer à cet événement, m'avait donné son accord. Mais malheureusement, à cause d'engagements actuels en Algérie concernant justement le 60e anniversaire, il ne peut pas, et il n'a pas pu venir. Il me l'a dit, si quelqu'un doit être vilipendé, c'est moi et pas lui. Merci. Non, à partir du moment où je l'ai vu moi-même début novembre, il m'a confirmé ce que j'avais dit à M. Abidi. Il m'a demandé l'écrit qu'il réponde officiellement. Je lui ai dit qu'il n'y a pas plus officiel que moi ici en Suisse. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Je n'ai pas transmis. Non, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on doit malheureusement sortir du bateau. Merci beaucoup d'être venu. On continue à la salle des fêtes du casino de Montbenon à partir de 13h30. Il y a aussi un traiteur sur place si vous souhaitez